Mon téléphone n'a pas vibré pour des excuses. Il a vibré pour une exigence. 5 années de silence brisées non pas par un bonjour, mais par une notification de ma sœur, Manon, avec qui j'avais coupé les ponts. Objet, liste de naissance. En pièce jointe, une note, aussi décontractée que cruelle, m'informant que si je voulais prouver que j'avais enfin tourné la page, la contribution minimale était de 6 000 €. Elle ne demandait pas un cadeau. Elle facturait un droit d'entrée pour la vie qu'elle m'avait volée. J'ai fixé l'écran. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti la froide précision d'un auditeur repérant une anomalie comptable. Avant de vous raconter la suite, je dois vous demander: quelle est la requête la plus audacieuse qu'un membre de votre famille vous ait jamais faite? Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lirai tous ce soir. J'ai relu l'expression tourner la page. C'était une façon stérile de décrire une démolition. Pour Manon, il y a 5 ans, c'était juste une saison chaotique qu'elle voulait effacer avec un filtre Instagram. Pour moi, c'était le moment où j'ai réalisé que mon mariage n'était pas un partenariat. C'était une opportunité de mise en scène, et j'avais échoué à l'inspection. Il y a 5 ans, j'étais mariée à Arthur. Arthur n'était pas seulement architecte, c'était une marque. Il ne construisait pas des maisons, il curait des modes de vie. Il était obsédé par les lignes épurées, l'espace négatif, et ce genre de perfection sublime dans un magazine mais glacial au toucher. Au début, je correspondais à son esthétique. J'étais calme, organisée, structurellement saine. J'étais la poutre porteuse qui lui permettait de briller. Mais ensuite, je suis tombée enceinte, et les plans ont changé. Ce n'était pas la grossesse éthérée et rayonnante qu'Arthur avait épinglée sur son tableau de vision. C'était un désastre médical. La prééclampsie m'a frappée de plein fouet au 2e trimestre. Je ne rayonnais pas. Je gonflais. J'étais alitée, reliée à des moniteurs, mon corps faisant de la rétention d'eau jusqu'à ce que je sois méconnaissable. J'ai cessé d'être sa femme élégante et professionnelle pour devenir une complication médicale. Je me souviens de lui, debout dans l'encadrement de la porte de notre chambre, me regardant, non pas avec inquiétude, mais avec dégoût. Il ne voyait pas une femme portant son enfant. Il voyait une infraction au code de l'urbanisme. Il m'a dit que j'étais disgracieuse. Il a dit que mon état était un passif pour l'image du cabinet, parce que je ne pouvais ni assister au gala, ni organiser de dîner. J'encombrais sa vie minimaliste. Mais la véritable défaillance structurelle n'est pas venue d'Arthur. Elle est venue des personnes qui étaient censées être mes fondations. Mes parents sont venus dîner un soir où j'avais enfin le droit de sortir du lit pour 1 heure. Je pensais qu'ils étaient là pour aider. Je pensais qu'ils apportaient du réconfort. Au lieu de cela, ils ont apporté une proposition de fusion. Ils se sont assis sur le canapé blanc sculptural et inconfortable d'Arthur, et ils n'ont pas demandé comment je me sentais. Ils ont regardé Arthur, puis moi, et ont pris une décision d'affaires. C'est ma mère qui a parlé. Elle tenait un verre de vin et s'exprimait avec le ton pragmatique d'un chef de projet réduisant les coûts. Elle m'a dit qu'Arthur était une étoile montante, un homme avec un destin. Elle a dit qu'il avait besoin d'une partenaire capable de suivre le rythme. Quelqu'un qui irradiait la santé et la vitalité. Quelqu'un qui comprenait la monnaie sociale de son monde. Elle ne m'a pas regardée quand elle a dit la suite. Elle a regardé Arthur. Elle a suggéré que Manon, ma sœur cadette, l'influenceuse lifestyle au sourire parfait et au feed soigneusement organisé, correspondait mieux à la vie qu'Arthur construisait. Il ne cautionnait pas simplement une liaison. Il facilitait un échange commercial. Il voyait Manon comme l'actif en or, la nouvelle façade brillante qui augmenterait la valeur sociale de la famille. J'étais le mauvais investissement, l'actif déprécié qui devait être liquidé. Je suis restée assise là, mes chevilles enflées, mon cœur se brisant au ralenti, écoutant mes propres parents négocier le transfert de mon mari à ma sœur. Arthur n'a pas discuté. Il a hoché la tête comme s'il parlait de changer les finitions d'une cuisine. Il m'a regardée et a dit « C'est juste un meilleur design, Chloé. Manon correspond à la vision. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le vase posé sur la table basse, même si j'en avais envie. J'ai réalisé à ce moment-là que l'émotion était une devise inutile dans cette transaction. Ils avaient déjà signé le contrat. J'étais expulsée de ma propre vie pour faire place à une locataire plus photogénique. Alors, je leur ai laissé la maison. Je leur ai laissé l'image. J'ai fait mes valises, j'ai signé les papiers du divorce et je me suis éloignée des décombres. Je ne savais pas alors que je ne faisais pas que m'éloigner. Je m'échappais d'un bâtiment destiné à s'effondrer. Le temps ne m'a pas seulement guéri. Il m'a recalibré. Je traite désormais en vérité absolue chiffres, grands livres, pistes d'audit. Je suis expert comptable judiciaire.
Je trouve la pourriture dans les fondations que tout le monde rate. Et ma vie n'est plus une cage de verre anxiogène. C'est une structure solide bâtie sur un terrain réel. Je partage cette vie avec Alexandre. Ce n'est pas un architecte qui a besoin d'une femme accessoire. Il est directeur financier d'un groupe de luxe. Il gère la haute finance, la gestion d'actifs et l'évaluation des risques. Il valorise la substance plutôt que le vernis du style. Quand je lui ai montré l'email de Manon, exigeant 6 000 €, je m'attendais à ce qu'il rie de l'absurdité. Il n'a pas ri, il s'est figé. Il a pris mon téléphone, ajusté ses lunettes et a fixé le nom Manon, non pas comme ma sœur, mais comme une donnée qu'il reconnaissait. Il s'est dirigé vers son bureau sans dire un mot. Je l'ai suivi. La pièce était chaleureuse, remplie d'acajou et de l'odeur du vieux papier, l'opposé de l'espace de travail blanc et stérile d'Arthur. Alexandre s'est assis et a commencé à taper avec une vitesse qui m'a déconcertée. Il a ouvert la base de données interne de la division crédit de son entreprise. Il a tourné l'écran vers moi. Ce n'était pas un arbre généalogique, c'était un rapport de délinquance financière. Il s'avère qu'être une influenceuse lifestyle nécessite un capital que Manon n'a jamais réellement gagné. Elle avait demandé l'une des cartes Black exclusives de l'entreprise d'Alexandre il y a 3 ans, misant sur le nom et la réputation du cabinet d'Arthur pour garantir la ligne de crédit. Elle avait traité la carte comme une ressource infinie. Le solde me fixait en chiffres rouges, sans cligner des yeux. 27 450 €. Alexandre a fait défiler la liste détaillée. C'était une feuille de route de la vanité. Sacs à main de créateurs, séjours dans des resorts 5 étoiles pour des shootings, mobilier de staging pour donner l'impression que leur maison était plus riche qu'elle ne l'était. Elle n'avait effectué aucun paiement depuis 9 mois. Elle se noyait dans les dettes pour maintenir l'image de la vie parfaite qu'elle m'avait volée. Les 6 000 € qu'elle exigeait pour la baby shower n'étaient pas pour un berceau ou des couches. C'était probablement juste pour payer les intérêts minimums, afin qu'on ne saisisse pas ses sacs à main avant la fête. Mais la dette n'était pas le seul secret enfoui dans la piste numérique. Alexandre a cliqué sur un sous-dossier intitulé « Vérification fiducie ». Comme la dette était si élevée et rattachée au trust familial d'Arthur, un audit obligatoire avait été déclenché 6 mois plus tôt. Alexandre a ouvert un document marqué comme non ouvert par le destinataire. C'était un audit médical standard requis par la police d'assurance du trust concernant l'héritier. Arthur, dans son arrogance, avait probablement supposé que son héritage génétique était aussi impeccable que ses rendus architecturaux. Il n'avait pas pris la peine de lire les petits caractères de la vérification de paternité. Alexandre m'a tendu le rapport. J'ai lu la conclusion. Le père biologique de l'enfant à naître, l'héritier mâle pour lequel Arthur avait détruit notre mariage, était exclu avec une certitude de 99,9%. La pièce est devenue silencieuse. L'air semblait lourd, chargé de l'électricité d'un orage imminent. Manon n'avait pas seulement menti sur ses finances. Elle avait menti sur les fondations mêmes de son mariage. Elle avait vendu à Arthur une grossesse parfaite et un fils parfait pour remplacer ma tentative ratée, mais le fils n'était pas le sien. L'héritage pour lequel il avait tout sacrifié était une fraude. Alexandre m'a regardé, son expression calme et létale. Il ne voyait pas un drame familial. Il voyait un passif. Il voyait une fraude. Il voyait un bilan qui devait être corrigé. Il a imprimé les documents, la facture de la dette et l'audit médical pour l'héritier. Il les a placés dans une épaisse enveloppe couleur crème. Il me l'a tendue. Elle semblait lourde, comme une arme. Nous n'avions pas besoin de crier. Nous n'avions pas besoin de faire une scène. Le trajet jusqu'à Deauville fut silencieux. Alexandre conduisait avec l'assurance détendue d'un homme qui a toutes les cartes en main, tandis que je regardais le paysage passer de la grisaille urbaine à la richesse manucurée. Nous nous sommes arrêtés à l'adresse que Manon avait mise sur la liste. Ce n'était pas une maison, c'était un showroom. Arthur s'était surpassé. La maison était un cube de verre moderniste, perché précairement sur une dune. C'était magnifique à regarder angle vif, fenêtres du sol au plafond, marbre blanc partout. C'était aussi complètement exposé, nulle part où se cacher, nulle part où laisser traîner des affaires, nulle part où simplement être. C'était le musée d'une vie. Pas un endroit où des gens vivaient vraiment. C'était l'incarnation architecturale des gens à l'intérieur. Transparent mais impénétrable. Beau mais creux. Nous sommes entrés. La climatisation était réglée à une température qui ressemblait plus à celle d'une salle de serveur qu'à un salon. Mes parents étaient là. Bien sûr. Ma mère arrangeait des hortensias pour la photo Instagram parfaite, tandis que mon père tenait un réflecteur,
pour obtenir le bon éclairage pour le rire candide de Manon. Ils ont levé les yeux quand nous sommes entrés. L'air a quitté la pièce. « Tu es venu », a dit ma mère, la voix serrée. Elle ne m'a pas serrée dans ses bras. Elle a regardé mes vêtements, cherchant des fissures dans mon armure. N'en trouvant aucune, elle a forcé un sourire. « Et tu as amené » un invité. « Un mari », ai-je corrigé. « Voici Alexandre. » Alexandre a hoché la tête, poli mais distant. Il a scanné la pièce, comme s'il évaluait un actif, et le trouvait surévalué. Puis j'ai vu Arthur. Il se tenait près de l'immense baie vitrée, regardant l'océan. Il s'est tourné quand nous sommes entrés. Il avait vieilli. Les lignes architecturales nettes de son visage étaient toujours là, mais il y avait une tension autour de ses yeux qui n'existait pas il y a 5 ans. Il avait l'air épuisé. Il ressemblait à un homme qui retenait son souffle, attendant que l'intégrité structurelle ne cède. Je l'ai regardé observer Manon. Elle tournoyait dans une robe de maternité de créateur, qui coûtait plus cher que ma première voiture, aboyant des ordres à un traiteur. Arthur a légèrement grimacé à son ton, mais il n'a rien dit. C'était un cas d'école de dissonance cognitive. Je pouvais le voir à la façon dont il serrait la mâchoire. Au fond, il devait savoir. Il devait voir les factures s'accumuler. La superficialité, les fissures dans les fondations. Mais admettre que Manon était une erreur reviendrait à admettre qu'il avait détruit son premier mariage pour une fraude. Son ego était le mur porteur de toute cette mascarade. Il ne pouvait pas se permettre de voir la vérité. Car s'il le faisait, toute la maison s'écroulerait. Alors, il a surenchéri. Il s'est convaincu que la dette n'était qu'un investissement dans la marque, que les crises de colère étaient de la passion, que cette boîte de verre vide était un foyer. Il était prisonnier d'une geôle de sa propre conception, gardant la porte de la cellule de l'intérieur. Manon nous a repérés. Elle n'avait pas l'air honteuse. Elle avait l'air dans l'attente. Elle s'est approchée en dandinant, la main sur son ventre, s'assurant que l'équipe de tournage qu'elle avait engagée capte son accueil gracieux. « Chloé, tu as réussi. » Elle a rayonné, se penchant pour une étreinte que je n'ai pas rendue. Elle a chuchoté à mon oreille. « Je savais que tu réaliserais que tu me dois ça. » Elle s'est reculée, souriant pour le public. « Je suis si contente que tu sois là pour célébrer l'avenir. » « As-tu » Elle n'était pas subtile. Elle tendait la main, paume vers le haut, attendant le chèque qui maintiendrait son château de cartes debout pour 1 mois de plus. Alexandre s'est avancé. Il n'a pas regardé sa main. Il l'a regardée dans les yeux. « Nous l'avons fait », a-t-il dit. Sa voix était douce, calme, et portait jusqu'à chaque coin de la pièce silencieuse. « Nous avons apporté exactement ce que tu as demandé. » Il a mis la main dans la poche de sa veste et en a sorti l'épaisse enveloppe crème. On aurait dit une invitation de mariage. Ça avait le poids d'un verdict. Manon a saisi l'enveloppe à 2 mains, les yeux écarquillés par l'avidité. Elle n'a même pas pris la peine de nous remercier. Elle a déchiré le seau avec une faim embarrassante à regarder. « Je savais que tu tenais encore à nous », a-t-elle dit en sortant le contenu. J'ai dit à Arthur, « Chloé ne nous laissera pas tomber. Elle sait combien les bébés coûtent cher. » Elle s'attendait à un chèque. Elle s'attendait à 6 000 € pour faire disparaître ses problèmes. La première page n'était pas un virement bancaire. C'était une facture détaillée, imprimée sur du papier à en-tête d'entreprise. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, son sourire vacillant. « Ça » a dit Alexandre, d'une voix égale et indifférente. « C'est ta facture. » Il s'est approché, s'assurant que ces mots soient audibles pour le petit groupe de famille et de personnel rassemblé autour des hors-d'œuvre. 87 450 €. Pour être précis, Manon a fixé le papier. Il listait chaque transaction qu'elle avait cachée. Les sacs à main, les journées au spa, les frais professionnels pour une entreprise qui générait 0 revenu. « Je ne comprends pas », a-t-elle bégayé, regardant du papier à Alexandre. « Pourquoi avez-vous ça ?»« Parce que tu factures ton train de vie à la division crédit de mon entreprise depuis 3 ans, » a expliqué Alexandre. Tu n'as fait aucun remboursement depuis 9 mois. En tant que directeur financier, j'ai signalé le compte ce matin. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le seul son était le bourdonnement de la climatisation suringéniée. Et pour que ce soit clair, a continué Alexandre, depuis 9 heures ce matin, j'ai personnellement gelé tous les actifs liés à ce compte pour garantir le remboursement. Tes cartes ne fonctionneront pas, Manon. Manon a ri nerveusement, jetant un coup d'œil à l'équipe de tournage. « Prouve-le », ai-je dit.
C'était la première fois que je parlais depuis notre entrée. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. Le visage de Manon s'est durci. Elle s'est tournée vers le responsable du traiteur, qui venait d'entrer avec un plateau de champagne. « Passez ma carte pour la caution. » A-t-elle aboyé, tendant la carte noire élégante qu'elle exhibait tout l'après-midi. « Montrez-leur. » Le responsable avait l'air mal à l'aise mais a passé la carte sur sa tablette. Nous avons tous regardé la petite roue tourner sur l'écran. « Je suis désolée, madame, » a dit le responsable, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. C'est indiqué refusé. Blocage vendeur. Manon a arraché la carte, son visage virant à un rouge profond et laid. Réessayez. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, a dit Alexandre. C'est un audit. Je l'ai regardé se décomposer. Elle a regardé autour de la pièce, cherchant désespérément un allié, quelqu'un pour valider son illusion. Mais l'équipe de tournage avait baissé ses objectifs. Mes parents avaient l'air horrifiés. Non pas par sa dette, mais par l'exposition publique de celle-ci. Le succès parle plus fort que les cris. J'ai réalisé alors que mon silence au cours des 5 dernières années n'avait pas été une faiblesse. C'était des intérêts composés. Pendant qu'elle était occupée à être bruyante et tape, à l'œil, dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas pour impressionner des gens qu'elle n'aimait pas, j'avais construit quelque chose de réel. J'avais une carrière, un foyer, un partenaire qui me respectait. J'avais bâti une vie sur du roc pendant qu'elle bâtissait la sienne sur des sables mouvants. Et maintenant, la marée était montée. Arthur ne s'est pas précipité pour défendre sa femme. Il s'est précipité pour défendre son événement. L'esthétique était perturbée par le bruit laid de la réalité financière, et il ne pouvait pas le supporter. Il a bousculé sa femme en pleurs, non pour la réconforter, mais pour la faire taire. « Ça suffit !» a-t-il hurlé, sa voix se brisant sous la tension de maintenir une façade qui se désintégrait rapidement. « C'est une célébration de mon héritage. Sortez, tous les deux, prenez votre jalousie mesquine et vos procès bon marché, et sortez de ma maison. » Il m'a regardé avec ce même dégoût qu'il avait montré il y a 5 ans dans la chambre d'hôpital. « Tu ne pouvais pas me donner d'héritier. Chloé, tu ne pouvais rien construire. Alors tu essaies de détruire ce que j'ai créé? C'est pathétique. » Il a pointé un doigt tremblant vers Alexandre. « Mon fils va hériter d'un empire. Qu'est-ce que tu as, toi? Un fichier Excel ?» Alexandre n'a pas sourcillé. Il n'a même pas élevé la voix. Il a simplement plongé la main dans l'enveloppe une dernière fois et en a sorti le document final. Ce n'était pas une facture. C'était une simple feuille de papier avec un filigrane médical. « En parlant de ton héritage, » a dit Alexandre, sur un ton conversationnel, comme s'il discutait des lois de zonage. « Quand j'ai audité le trust familial pour vérifier la dette, j'ai trouvé un problème de conformité. La police d'assurance pour l'héritier exigeait une vérification ADN médicale standard. Il a tendu le papier. Arthur ne l'a pas pris. Il l'a fixé, la couleur quittant son visage. « C'était dans ta boîte mail il y a 6 mois, Arthur, » a continué Alexandre. Marqué « Non lu. Tu étais si sûr de ton propre design que tu n'as pas pris la peine de vérifier les fondations. » Arthur a arraché le papier. J'ai vu ses yeux scanner les lignes. J'ai vu le moment exact où la défaillance structurelle s'est produite. Ce n'était pas une fissure lente, c'était un effondrement total. Le rapport l'excluait comme père biologique avec 99,9% de certitude. La pièce était assez silencieuse pour entendre le papier trembler entre ses mains. Arthur a regardé Manon. Elle ne pleurait plus. Elle était figée, une biche dans les phares d'un semi-remorque appelé vérité. Elle n'a pas nié. Elle ne pouvait pas. La science était entre ses mains. « Tu as dit, » a chuchoté Arthur, sa voix sonnant creux. « Tu as dit que c'était parfait. Je t'ai donné ce que tu voulais, » a crié Manon, craquant finalement. « Tu voulais une histoire parfaite. Tu voulais un fils. Je t'ai donné l'histoire. » Le chaos qui a suivi fut absolu. Arthur s'est retourné contre elle, hurlant à la fraude et à l'héritage. Mais c'est la réaction de mes parents qui a scellé la porte pour moi. Ils ont regardé les ruines de leur actif en or. Ils ont regardé la dette, les mensonges, le faux héritier. Et puis, ils m'ont regardé. J'ai vu le calcul dans les yeux de ma mère. Elle a réalisé que l'action s'était effondrée en bourse. Elle a réalisé que j'étais la seule solvabilité restante dans la pièce. Elle a fait un pas vers moi, ses mains tendues. « Chloé, ma chérie » a-t-elle bégayé, sa voix tremblant d'une nouvelle affection désespérée. On ne savait pas. On a juste été. On a été induit en erreur. Nous sommes une famille. On peut arranger ça.
J'ai regardé ses mains. Les mêmes mains qui m'avaient poussée hors de mon propre mariage, il y a 5 ans. Non, ai-je dit. Le mot était petit, mais il a frappé le sol comme un marteau de juge. Vous n'avez pas été induit en erreur. Vous avez fait un échange. Vous m'avez échangé pour une image parce que vous pensiez qu'elle valait plus. J'ai pris la main d'Alexandre. Tu as acheté l'esthétique, maman. Maintenant, tu en paies le prix. Nous avons tourné le dos aux cris, aux pleurs et au fracas de la maison de verre. Nous sommes sortis par la porte d'entrée, et je ne me suis pas retournée. Pas une seule fois. Nous avons laissé les hurlements derrière nous. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur, alors que nous nous éloignions de la maison de verre. Je n'avais pas besoin de voir les décombres pour savoir que la destruction était totale. Le silence dans la voiture n'était pas lourd. Il était léger. C'était le silence d'une dette enfin réglée. Quand nous sommes rentrés chez nous, le contraste m'a frappé comme une étreinte physique. Notre maison n'est pas un chef-d'œuvre d'architecture moderne. Elle a un parquet qui craque et une cuisine toujours un peu encombrée. Mais elle est chaleureuse. Elle est à nous. Nous n'avons pas mis en scène un dîner pour les réseaux sociaux. Nous avons commandé une pizza en livraison et nous l'avons mangée sur le canapé, portant toujours nos vêtements dignes d'un enterrement. Il n'y avait pas de filtre ici. Pas de public. Juste la réalité tranquille de 2 personnes qui n'avaient besoin de jouer la comédie pour personne. J'ai pensé à la facture que nous avions laissée sur le comptoir en quartz de Manon. D'une certaine manière, ce bout de papier était la chose la plus honnête qui soit jamais entrée dans cette maison. Je me demandais souvent ce qui se serait passé si je n'étais pas tombée malade il y a 5 ans. Si j'étais restée jolie, restée silencieuse, restée utile, je serais celle piégée dans cette boîte de verre, noyée sous les dettes pour acheter de l'affection, terrifiée qu'une seule fissure ne fasse s'effondrer tout le plafond. Je serais celle qui s'accroche à un homme qui ne m'aimait qu'aussi longtemps que je correspondais à son esthétique. Cette facture n'était pas seulement pour des sacs à main et des meubles de staging. C'était le coût de leur vanité. C'était l'étiquette de prix d'une vie bâtie sur des mensonges. Et le reçu que j'ai gardé? C'était ma liberté. J'ai réalisé qu'être jetée n'était pas une tragédie. C'était une issue de secours. Mon téléphone vibrait encore sur la table basse. L'écran s'illuminait de notification après notification des SMS paniqués de ma mère, des accusations furieuses d'Arthur, des supplications désespérées de Manon. Ils essayaient encore de me traîner dans leur audit, essayant de me rendre responsable de leur faillite. J'ai pris le téléphone. Je n'ai pas lu les messages. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert le menu des paramètres et navigué vers l'écran de gestion du compte. D'un clic décisif, j'ai supprimé l'adresse e-mail que j'utilisais pour la correspondance familiale depuis une décennie. L'écran est devenu noir. Les vibrations ont cessé. J'ai regardé Alexandre. Il tenait une part de pizza, une question dans les yeux. « J'ai fini », ai-je dit. Et pour la première fois en 5 ans, les comptes étaient enfin équilibrés. Si vous avez déjà dû vous éloigner d'une situation toxique pour trouver votre propre paix, cliquez sur « J'aime » et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir que sa valeur n'est pas définie par les standards parfaits de quelqu'un d'autre. Vous êtes l'architecte de votre propre vie.